Chapitre 6. Les papiers du capitaine. Nous allâmes bon train jusqu'à la porte du docteur Livesey, où l'on fit halte. La façade de la maison était plongée dans l'obscurité. Monsieur Dance m'ordonna de sauter à bas et d'aller frapper, et Dogger me prêta son étrier pour descendre. La porte s'ouvrit aussitôt, et une servante parut. « Est-ce que le docteur Livesey est chez lui ?» « Est-ce que le docteur Livesey est chez lui ?» demandai-je. Elle me répondit négativement. Il était rentré dans l'après-midi. Mais était ressorti pour dîner au château et passer la soirée avec le chevalier. « Eh bien, garde, allons-y, dit Monsieur Dance. Cette fois, comme la distance était brève, je restai à pied et courus auprès de Dogger, en me tenant à la courroie de son étrier. On passa la grille et on remonta l'avenue aux arbres dépouillés, entre de vastes et vénérables jardins, dont le château, tout blanc sous le clair de lune, fermait la perspective. Arrivé là, Monsieur Dance mit pied à terre et fut au premier mot introduit dans la maison, où je l'accompagnai. Nous suivîmes le valet au long d'un corridor tapissé de nattes et pénétrâmes enfin dans une bibliothèque spacieuse aux multiples rayons chargés de livres et surmontés de bustes, où le chevalier et le docteur Livesey fumaient leurs pipes, assis aux deux côtés d'un feu ronflant. Je n'avais jamais vu le chevalier d'aussi près. C'était un homme de haute taille, dépassant 6 pieds. 6 pieds, ancienne mesure, valant un peu plus de 30 centimètres. Le chevalier mesurait près de 2 mètres. Et de carrure proportionnée, à la mine fière et brusque, au visage tanné, couperosé et ridé par ses longues pérégrinations, voyages dans les pays lointains. Ses sourcils très noirs et très mobiles lui donnaient un air non pas méchant à vrai dire, mais plutôt vif et hautain. « Entrez, monsieur Dance, dit-il avec une majesté familière. « Bonsoir, Dance, fit le docteur avec un signe de tête. « Et bonsoir aussi, ami Jim. Quel bon vent vous amène ?» L'inspecteur, dans une attitude militaire, débita son histoire comme une leçon. Et il fallait voir que les deux messieurs avançaient la tête et s'entre-regardaient, si surpris et attentifs qu'ils en oubliaient de fumer. Lorsque le narrateur leur conta le retour de ma mère à l'auberge, le docteur Livesey se donna une claque sur la cuisse et le chevalier cria « Bravo !» en cassant sa longue pipe contre la grille du foyer. Bien avant la fin du récit, Monsieur Trelawney, tel était, on se souviendra, le nom du chevalier, s'était levé de sa chaise et arpentait la pièce. Le docteur, comme pour mieux entendre, avait retiré sa perruque poudrée, ce qui lui donnait avec son crâne aux cheveux noirs et tondura l'aspect le plus singulier. Son récit terminé, Monsieur Dance se tut. « Monsieur Dance, lui dit le chevalier, vous êtes un très digne compagnon. Pour le fait d'avoir passé sur le corps de ces sinistres et infâmes gredins, c'est à mon sens une œuvre pieuse. Monsieur, comme c'en est une d'écraser un cafard. Notre petit Hawkins est un brave, et à ce que je vois, Hawkins, voulez-vous sonner? Monsieur Dance boira bien un verre de bière. Ainsi donc, Jim, interroge le docteur, vous avez l'objet qu'il cherchait, n'est-ce pas? Le voici, monsieur. Et je lui remis le paquet de toiles cirées. Le docteur les examina en tous sens. Visiblement, les doigts lui demandaient de l'ouvrir, mais il s'en abstint et le glissa tranquillement dans la poche de son habit. Chevalier, dit-il, quand Dance aura bu sa bière, il va comme de juste reprendre le service de sa majesté. Mais j'ai l'intention de garder Jim Hawkins. Il passera la nuit chez moi. En attendant, il faut qu'il soupe. Et avec votre permission, je propose de lui faire monter un peu de pâté froid. Bien volonté, Livesey, répliqua le chevalier, mais Hawkins a mérité mieux que du pâté froid. En conséquence, un copieux ragoût du pigeon me fut servi sur une petite table, et je mangeai avec appétit, car j'avais une faim de loup. Monsieur Dance, comblé de nouvelles félicitations, se retira enfin. Et maintenant, chevalier, dit le docteur. Et maintenant, Livesey, dit le chevalier, juste en même temps.
Chacun son tour. Pas tous à la fois, plaisanta le docteur Livesey. Vous avez entendu parler de ce Flint, je suppose. Si j'en ai entendu parler de lui, s'éclama le chevalier. Vous osez le demander? C'était le plus atroce forban qui n'a jamais navigué. Comparé à Flint, Barbe-Bleue n'était qu'un enfant. Les Espagnols avaient de lui une peur si excessive que, je vous le déclare, monsieur, il m'arrivait parfois d'être fier qu'il fût anglais. J'ai vu de mes yeux paraître ses uniers, voile carré du mât de une, c'est la deuxième partie du mât, sur le bas mât. Au large de l'île Trinité, et le lâche fils d'Ivrognès qui commandait notre navire s'est enfui. Oui, monsieur, s'est enfui et réfugié dans le port d'Espagne. Eh bien, moi aussi j'ai entendu parler de lui en Angleterre, reprit le docteur. Et ce n'est pas la question, dites-moi. Possédait-il de l'argent? S'il possédait de l'argent? Mais n'avez-vous donc pas écouté l'histoire? Que cherchaient ces canailles sinon de l'argent? De quoi s'inquiètent-ils sinon d'argent? Pourquoi risqueraient-ils leur peau infâme sinon pour de l'argent? Qu'est-ce que nous allons voir, repartit le docteur, mais vous prenez feu d'une façon déconcertante, et avec vos acclamations, je n'arrive pas à placer un mot. Laissez-moi vous interroger en admettant que j'ai ici dans ma poche un indice capable de nous guider vers le lieu où Flint a enterré son trésor. Croyez-vous que ce trésor serait considérable? S'il serait considérable, monsieur, s'il le serait tellement que si nous possédions l'indice dont vous parlez, Chenolis Lou se dit une embarcation maritime uniquement, un bâtiment dans le port de Bristol. Je vous emmène avec Hawkins et j'aurai ce trésor dû sa recherche me prendre 1 an. Parfait. Alors donc, si Jimmy consent, nous ouvrirons le paquet, et il le déposa devant lui sur la table. Le paquet était cousu, ce qui força le docteur à prendre dans sa trousse de ciseaux ses ciseaux chirurgicaux pour faire sauter les points et dégager son tout contenu, à savoir un cahier et un pli scellé. Voyons d'abord le cahier, dit le docteur. Celui-ci m'avait appelé auprès de lui, mon repas terminé, pour me faire participer au plaisir des recherches. Nous nous penchâmes donc, le chevalier et moi, par-dessus son épaule, tandis qu'il ouvrait le document. On ne voyait sur sa première page que quelques spécimens d'écriture, comme on en trace la plume à la main, par désœuvrement ou pour s'exercer. J'y retrouverai le texte du tatouage Billy Bones s'en fiche, et aussi Monsieur W. Bones, Monsieur William Bones. Billy est le diminutif de William. Premier officier. Il lut la large de Palmchem et d'autres bribes, principalement des mots isolés et dépourvus de signification. Je me demandais qui l'avait eu et ce qui l'avait eu. Un coup de poignard dans le dos, apparemment. Cela ne nous apprend pas grand-chose, dit le docteur Livesey en tournant le feuillet. Les 10 ou 12 pages suivantes étaient remplies par une singulière liste de recettes. Une date figurait à un bout de la ligne et à l'autre bout de la mention d'une somme d'argent comme dans tous les livres de comptabilité. Mais entre les deux mentions, il n'y avait en guise de texte explicatif que des croix en nombre variable. Ainsi, le 12 juin 1747, une somme de 70 livres était nettement portée au crédit de quelqu'un. Et 6 croix remplaçaient la désignation du motif. Par un endroit, un nom de lieu s'y ajoutait comme au large de Caracas, ou bien une simple citation de l'altitude et longitude, par exemple 62 degrés 17 20-19 degrés 2 40. Les relevés s'étendaient sur une vingtaine d'années. Les chiffres des recettes successives s'accroissaient à mesure que le temps s'écoulait. Et à la fin, après 5 ou 6 additions fautives, on avait fait le total général avec ces mots en regard pour Bones sa pelote. Ici, part de tabac à briser, qui revient de droit à un membre de la confrérie des pirates. Je n'y comprends rien. Cela n'a ni queue ni tête, dit le docteur. C'est pourtant clair comme le jour, s'écria le chevalier. Nous avons ici le livre de compte de ce noir scélérat. Ces croix représentent des vaisseaux coulés ou des villes pillées. Les sommes sont la part du bandit, pour vérité tout équivoque. Il ajoutait au besoin quelque chose de plus précis. Tenez, au large du Caracas, il s'agit d'un importuné navire capturé dans ces parages.
Dieu ait pitié des pauvres gens qui le montaient. Ils sont réduits en corail depuis longtemps. Exact, s'écria le docteur. Voilà ce que c'est d'être un voyageur. Exact. Et tenez, plus il monte en grade, plus les sommes s'élèvent. En dehors de cela, le cahier ne contenait plus guère que les positions de quelques lieux, notées sur les pages, libres de la fin, et une table d'équivalence pour les monnaies françaises, anglaises et espagnoles. Quel homme soigneux, s'écria le docteur, ce n'est pas lui qu'on aurait roulé. Et maintenant, reprit le chevalier, à l'autre. Le papier avait été scellé en divers endroits avec un dé en guise de cachet. Le dé même qui s'est trouvé par moi dans la poche du capitaine. Le docteur brisa avec précaution les sceaux de l'enveloppe, et il s'en échappa à la carte d'une île où figuraient latitude et longitude, profondeur, nom des montagnes, baies et passes, petit passager étroit mais navigable entre de dangereux rochers à fleur d'eau. Bref, tous les détails nécessaires à un navigateur pour trouver sur ses côtés un mouillage, emplacement où l'on ancre un navire, sûr, d'environ 9 milles, mesure marine. 1 mille correspond à un peu moins de 2 km de long, sur 5 de large, en figurant à peu près un lourd dragon dressé. Elle offrait 2 havres, petits ports protégés, bien abrité, et vers son centre, un mont dénommé la Longue-Vue. Il y avait quelques annotations d'une date postérieure, en particulier 3 croix à l'encre rouge, dont 2 sur la partie de nord de l'île, et une au sud-ouest. Plus à côté de cette dernière, de la même encre rouge, une petite écriture soignée sans nul rapport avec les caractères hésitants du capitaine, ces mots. Ici, le principal du trésor. Au verso, la même main avait tracé ses instructions complémentaires. Grand arbre contrefort de la Longue-Vue, point de direction nord-nord-est, quart nord. Île du Squelette, est, sud-ouest, sud-est, quart est, 10 pieds. Les lingots d'argent sont dans la cache nord. Elle se trouve dans la direction du Mamelon et à 10 brasses, mesure marine de 5 pieds, soit environ 1,60 m. Au sud du rocher noir qui lui fait face. On trouvera sans peine les armes dans la dune du sable à l'extrémité nord du cap de la baie Nord, direction est, quart nord. Rien d'autre, mais tout laconique, bref mais très précis. Il est qu'il était, et pour moi incompréhensible, ce document rempli de joie, le chevalier et le docteur Livesey. Livesey, dit le chevalier, vous allez nous lâcher tout de suite votre stupide clientèle. Demain, je pars pour Bristol en 3 semaines. Que dis-je, 3 semaines? 15 jours, 8 jours. Nous aurons, monsieur, le meilleur bateau d'Angleterre et la fleur des équipages. Le meilleur des équipages. Hawkins nous accompagnera comme garçon de cabine. Vous ferez un excellent garçon de cabine, Hawkins. Voulez-vous, Livesey, vous êtes le médecin du bord. Moi, je suis l'amiral. Vous nous emmènerons Rebulut, Joyce et Hunter. Nous aurons de bon vent, une traversée rapide, pas la moindre difficulté à trouver l'endroit, et l'argent à gogo. À remuer à la pelle, à faire des ricochets avec, pour le restant de nos jours. Trelawney, répliqua le docteur, j'irai avec vous, et je vous garantis que Jim en fera autant, et ne rechignera pas à la besogne. Il n'y a qu'un seul homme qui m'inspire des craintes. Qui donc, monsieur? Nommez-moi ce coquin. C'est vous, riposta le docteur, car vous ne savez pas vous taire. Nous ne sommes pas les seuls à connaître l'existence de ce document. Ces individus qui ont attaqué l'auberge de cette nuit, c'est des gredins audacieux et sans scrupules, et leurs compagnons restés à bord du chasse-marée. Et d'autres encore, je suppose pas bien loin d'ici, du premier au dernier, sont décidés à tout pour obtenir cet argent. Aucun de nous ne doit demeurer seul jusqu'au moment de l'appareillage, préparatifs qui permettent le départ du navire. En attendant, Jim et moi, nous restons ensemble et vous emmenez Joyce et Hunter pour aller à Bristol. Mais avant et par-dessus tout, pas un mot ne doit transpirer de votre découverte. Livesey, vous êtes la raison même, je serais muet comme la tombe.
On va se coucher.